Le jour où ma belle-sœur m'a giflé au visage devant mes filles a été le jour où 17 ans de silence ont pris fin. Et je vous promets que ce silence lui a coûté bien plus cher qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Bienvenue sur la chaîne La Vengeance d'un Père. Installez-vous confortablement et gardez ceci à l'esprit, les personnes de cette histoire ont eu toutes les occasions de bien faire les choses. Elles ont simplement fait un autre choix. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez la vidéo. Croyez-moi, vous allez adorer ce qui suit. Mais laissez-moi remonter un peu le temps, car si je commence directement par la gifle, vous manquerez tout ce qui lui a donné son importance. Je m'appelle Laurent Dubois. J'ai 49 ans. Je vis au Vésinet, un quartier résidentiel chic à l'ouest de Paris. Je possède un cabinet de conformité informatique dans le quartier d'affaires de la Défense. Nous avons 11 employés à temps plein, 3 contrats majeurs avec de grandes entreprises, et une réputation qu'il m'a fallu 15 ans pour bâtir à partir de rien. Le néant absolu. J'entraîne l'équipe de football de ma plus jeune fille le samedi matin. Ma vie, en toute honnêteté, est une belle vie. Et au centre de tout cela, il y a Amélie. Amélie Dubois, 43 ans, vive d'esprit, qui rit de tout son corps et qui prépare le meilleur magret de canard que vous ayez jamais goûté. Nous sommes mariés depuis 17 ans. Et je dis bien mariés, nous ne faisons pas que coexister ou nous tolérer. Nous sommes réellement, sincèrement et presque honteusement amoureux. Le genre d'amour qui fait lever les yeux au ciel à nos amis quand nous entrons dans une pièce. Ensuite, il y a mes filles. Chloé a 12 ans. Elle est sérieuse, précise et corrige déjà ma grammaire. Léa a 9 ans. Elle est le chaos incarné avec des couettes, et c'est l'être humain le plus drôle que j'ai jamais rencontré. Je les ai adoptées toutes les deux, avec Amélie, après avoir passé les 5 premières années de notre mariage à tout essayer. Amélie souffre d'une pathologie qui rendait toute grossesse impossible. Nous en avons fait le deuil en silence. Puis nous avons pris une décision. Nous avons choisi nos filles délibérément. Chaque jour, je les choisis délibérément. J'ai besoin que vous compreniez cela avant d'aborder le reste. Passons maintenant à Céline Rousseau. Céline est la sœur aînée d'Amélie, elle a 46 ans, vit du côté de Rueil-Malmaison, et elle a 3 garçons qui lui donnent bien du fil à retordre. Les 2 aînés, Julien et Maxime, ont terminé le lycée, mais Thomas est le petit dernier et a 13 ans. Céline est mariée à un homme du nom de Renaud. Pendant longtemps, Renaud a été le golden boy de la famille. Il réussissait incroyablement bien dans l'immobilier d'entreprise, conduisait des voitures de luxe et traitait tout le monde comme s'il était le plus intelligent de la pièce. Mais il y a environ 3 ans, Renaud a été frappé par un énorme problème de conformité dans son entreprise. Il a perdu son poste, et le milieu lui a discrètement fermé ses portes. Depuis, il essaie de s'en sortir avec des commissions indépendantes, mais les choses ne sont plus les mêmes. Il dégage cette énergie anxieuse de quelqu'un qui a atteint son apogée il y a des années et qui se noie en essayant de le cacher. Et Céline, Dieu la bénisse, ne m'a jamais aimé. Depuis le tout début. Quand j'ai rencontré Amélie, j'avais 32 ans et j'étais fauché d'une manière assez embarrassante. Pas à la rue, mais au point de demander à ma petite amie de payer l'addition au restaurant. Je montais mon entreprise à coups de cartes de crédit et d'obstination. Amélie, elle, s'en sortait très bien. Elle avait un salaire fixe, un bel appartement et une famille qui avait décidé, avant même que je n'ouvre la bouche, que je n'étais pas assez bien pour elle. Céline présidait ce comité. Elle ne l'a jamais dit ouvertement. Les gens comme Céline ne le font jamais. C'était dans la façon dont elle me regardait à travers la table à manger. La façon dont elle parlait à Amélie comme si je n'étais pas là, les questions polies qui étaient en réalité des armes. Alors, Laurent, ton entreprise a toujours du mal, disait-elle avec ce petit sourire qui vous donnait l'impression que vous deviez la remercier de s'en soucier. J'ai pris une décision à l'époque à laquelle je me suis tenu depuis. Je n'allais pas me battre contre Céline. Je n'allais pas lui donner la satisfaction d'un esclandre. J'aimais trop Amélie pour l'obliger à choisir entre la paix et la fierté de son mari. Je me suis donc mis en retrait, très en retrait, lors des réunions de famille. J'étais agréable. J'étais présent. Je restais hors de l'orbite de Céline et je laissais Amélie gérer sa propre famille. Et cela a fonctionné. En grande partie. Ce que Céline n'a jamais su, ce qu'elle n'a jamais pris la peine de découvrir parce qu'elle avait déjà décidé que je n'étais personne, c'est que l'entreprise a fini par très bien marcher. Plus que bien, même.
Pendant qu'elle me traitait encore comme un cas social qu'Amélie avait ramené à la maison, je signais des contrats qui lui auraient fait monter les larmes aux yeux. Quand Céline et Renaud ont rencontré des problèmes financiers il y a quelques années et des difficultés à payer leur prêt immobilier, les frais de scolarité de Thomas dans son école privée du Chesnay qui devenaient ingérables, ils se sont tournés vers Amélie. Évidemment. Et Amélie est venue me voir. Chérie, je sais que c'est beaucoup demandé. Gère ça, s'il te plaît. Je lui ai dit, prends-le sur notre compte. Donne-le-leur et gardons la paix. Je sais comment ça sonne et je savais de quoi ça avait l'air. Amélie a donné à Céline de l'argent provenant d'un compte joint dont Céline supposait qu'il appartenait principalement à Amélie. Je l'ai laissé le croire. C'était plus simple que la conversation que nous aurions dû avoir autrement. Alors Céline a continué à croire que sa petite sœur était sa bouée de sauvetage financière, et a continué à croire que le mari d'Amélie n'était qu'un type discret qui suivait le mouvement. Cet arrangement a duré plus longtemps que je n'aime l'admettre. Des découvertes sur le prêt immobilier, des paiements de frais de scolarité, quelques urgences pour lesquelles Renaud appelait Amélie directement. Jamais moi, jamais Laurent. Parce que dans la version du monde de Céline, j'étais un meuble. Un meuble cher, il s'avère, mais un meuble quand même. Le dimanche où tout a volé en éclats a commencé comme tous les autres dimanches de juin en Île-de-France. Bruyant et chaud avant même 10 heures du matin. Le barbecue avait lieu chez la mère d'Amélie et Céline, du côté de Rambouillet. Elle possède une grande maison ancienne avec un immense jardin, une belle terrasse couverte, et il y avait foule, une bonne partie de la famille élargie, des oncles, des tantes et des amis de longue date. L'odeur des côtes de bœuf et des saucisses de Toulouse se dégageait du grill avant même que nous soyons descendus de la voiture. Quelqu'un avait allumé une enceinte Bluetooth. Il y avait des enfants partout. J'étais de bonne humeur. Sincèrement. J'avais conclu un gros contrat la semaine précédente. Les filles avaient été adorables toute la matinée. Et Amélie portait cette robe d'été jaune qui me donnait l'impression d'avoir de nouveau 32 ans, la précarité en moins. Je n'avais aucune raison de m'attendre à autre chose qu'un dimanche normal. J'ai attrapé une assiette de saucisses et je me suis dirigé vers le fond du jardin où quelques gars débattaient pour savoir si le PSG avait une chance cette saison en Ligue des Champions. J'avais un avis sur la question. Je l'ai partagé. La vie était belle. Je n'avais même pas remarqué que Céline m'observait de l'autre bout du jardin. J'ai d'abord remarqué Léa. Elle a couru vers moi depuis le côté de la maison et j'ai su immédiatement, avant même qu'elle ne m'atteigne, que quelque chose n'allait pas. Les petites filles de 9 ans qui courent vers leur père lors d'un barbecue ont soit quelque chose d'excitant à montrer, soit un gros problème. Au vu de l'expression de Léa, ce n'était pas excitant. J'ai posé mon assiette et je l'ai rattrapée. Et, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Elle pleurait. Pas des pleurs dramatiques. Le genre de pleurs silencieux que font les enfants quand ils sont sincèrement blessés et essaient de se retenir. Ce genre-là est le pire. Il m'a fallu une minute pour lui tirer les vers du nez. Puis elle m'a dit ce que Thomas avait dit. Debout, juste devant Chloé et 2 de leurs cousins. Clair comme de l'eau de roche. Vous êtes juste des cas sociaux. Ma mère a dit que vos vrais parents ne voulaient pas de vous. Vous n'avez même pas votre place dans cette famille. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Je veux être précis sur ce que j'ai ressenti car ce n'était pas seulement de la colère. C'était quelque chose de plus froid et de plus silencieux que la colère. C'était le sentiment d'un homme qui a absorbé 1000 petites insultes pendant 17 ans et qui regarde maintenant ces insultes atterrir sur le visage de sa fille de 9 ans. J'ai embrassé le front de Léa. Je lui ai dit de rester avec sa mère. Puis j'ai marché jusqu'à l'endroit où Thomas se tenait avec quelques autres enfants près de la clôture. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas attrapé. J'ai mis un bras protecteur autour de Léa, qui m'avait suivi malgré ce que je lui avais dit, et j'ai posé une main calme sur l'épaule de Thomas, pour qu'il me regarde au lieu de ses amis. Et lui ai-je dit. Regarde-moi. Il a levé les yeux. Ces filles portent mon nom. Elles ont leur place ici autant que n'importe qui d'autre. Ne dis plus jamais une chose pareille. C'était tout. C'était tout ce que j'avais dit. Je ne sais pas ce que Céline a vu depuis l'autre bout du jardin. Je ne sais pas quelle version des événements s'est jouée dans sa tête dans les 3 secondes qui se sont écoulées entre le moment où elle m'a vu et celui où elle nous a rejoints. Mais ce qui s'est passé ensuite a fait passer le jardin entier d'un brouhaha joyeux à un silence de mort en moins de 2 secondes.
Elle a arraché Thomas de mes mains si violemment qu'il a trébuché. Puis elle s'est tournée et m'a giflé. La paume ouverte, assez fort pour que je l'entende avant de la sentir. Le jardin est devenu silencieux. Ne t'avise plus de toucher à mon fils, espèce de minable. Sa voix tremblait, pas de peur, mais de fureur. Tu n'es même pas un vrai père de toute façon. Tu les as juste adoptés parce que tu ne pouvais pas donner à ma sœur une vraie famille. J'ai touché ma joue. Avant même que je puisse digérer la brûlure de la gifle, Amélie était déjà en mouvement. Elle ne s'était pas figée. Elle s'est précipitée juste dans l'espace entre nous, le visage pâle de choc pur et de rage, s'interposant face à sa sœur. « Céline, mais qu'est-ce qui te prend » a crié Amélie, la voix tremblante mais féroce. « Pourquoi viens-tu de faire ça ? Devant mes enfants ?» Céline ne l'a même pas regardé. Elle gardait ses yeux fous fixés sur moi. J'ai pris une grande inspiration, j'ai doucement tiré Amélie derrière mon épaule et j'ai regardé Céline. « Je te donne exactement 10 secondes pour dégager de ma vue, lui ai-je dit, d'une voix d'un calme plat. Avant que je n'appelle la police et qu'il ne te sorte de la propriété de ta mère menottes au poignet. » C'est là que Renaud a matérialisé sa présence avec sa bière, s'immisçant rapidement au milieu pour faire bouclier devant Céline, le torse bombé. « Ouah, Laurent, ne faisons pas de bêtises, mec. Détends-toi, a dit Renaud en pointant un doigt vers moi. C'est juste une mère protectrice. Tu as posé les mains sur notre gamin en premier. Ne joue pas les drama queens en mêlant la police à une affaire de famille. Laisse tomber. » J'ai regardé Renaud pendant un long moment. La musique jouait toujours dans l'enceinte. Quelque part, un enfant a ri de quelque chose à l'autre bout du jardin, ignorant ce qui venait de se passer ici. J'ai souri. « Puisque tu en parles, ai-je dit doucement. Parlons de ce que fait un vrai père. » Je me suis tourné vers mes filles. « Les filles, prenez vos affaires. » Amélie avançait déjà vers moi. « Et je veux que vous restiez bien attentifs ici, car ce qui s'est passé dans les 2 semaines qui ont suivi notre départ de cette propriété, c'est le moment où tout ce que Céline Rousseau croyait savoir sur sa vie a commencé à s'effondrer. Certaines personnes ne réalisent pas qu'elles vivent sur une grâce accordée jusqu'à ce que la grâce s'arrête. Et à ce moment-là, la facture est déjà due. Nous sommes sortis de l'allée de cette maison à Rambouillet dans un silence complet. Pas le silence inconfortable. Pas celui de 2 personnes qui se disputent et où personne ne veut faire le premier pas. C'était le silence d'une famille qui venait d'encaisser un coup et qui avait besoin d'une minute pour respirer avant de décider de la marche à suivre. Chloé était sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre. Léa avait la tête posée sur l'épaule de sa sœur, les yeux fermés. Amélie était sur le siège passager, les mains jointes sur ses genoux, très immobile, comme elle le devient quand elle ressent quelque chose de trop fort pour en parler tout de suite. Je gardais les 2 mains sur le volant. J'ai pris l'autoroute à 86 en direction du Vésinet. La silhouette de Paris scintillait au loin comme elle le fait toujours par une belle soirée de juin, violette et dorée, et complètement indifférente au fait que ma joue me brûlait encore. Je n'ai rien dit de ce que j'allais faire. Pas encore. Nous sommes rentrés à la maison. J'ai fait griller du poulet pour les filles parce que la vie continue et que des enfants de 9 et 12 ans ont besoin de manger, peu importe ce que leur tante a fait lors d'un barbecue. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, tous les 4. Léa a mangé comme si de rien n'était parce qu'elle a 9 ans et que du poulet, c'est du poulet. Chloé était silencieuse, ce qui signifiait qu'elle analysait la situation. C'est ce que fait Chloé. Après qu'elles ont été couchées, Amélie m'a rejoint dans la cuisine. Elle s'est appuyée contre le plan de travail et m'a regardé avec ses yeux qui ont toujours su me déchiffrer comme un contrat de location. « Ça va » a-t-elle demandé. « Je vais bien. »« Laurent. » Je l'ai regardé. « Je vais bien. Je te le promets. » Elle est restée silencieuse une seconde. Puis. « Je suis tellement désolé. J'aurais dû en dire plus. J'aurais dû. Tu n'as rien fait de mal, les jeux arrêtés. Je sais. Ça va. Ça ne va pas. » Sa voix s'est légèrement brisée sur ce dernier mot. Elle a dit ça devant nos filles, Laurent. Elle t'a traité de. Elle a dit que tu n'étais pas un vrai. Elle s'est interrompue. Je me suis approché et je l'ai serré dans mes bras pendant 1 minute. Juste tenu fort. Puis je suis allé dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au portail de ma banque.
Je veux être clair sur un point. Ce que j'ai fait ensuite n'était pas de la rage. Ce n'était pas mesquin. Ce n'était pas moi faisant une crise de colère parce que mes sentiments avaient été blessés à un repas de famille. C'était la décision prise par un homme qui venait de voir sa fille de 9 ans pleurer à cause de mots sortis directement de la bouche de sa belle-sœur. Des mots que Thomas n'avait pas inventés. Des mots qu'il avait entendus chez lui. J'ai affiché tous les virements récurrents liés au compte de Céline et Renaud. L'aide mensuelle pour le prêt immobilier, les versements pour les frais de scolarité de Thomas dans son école privée du Chesnay, les transferts occasionnels pour des urgences qui avaient cessé de ressembler à des urgences depuis environ 2 ans. J'ai tout annulé. Absolument tout. Effacé. J'ai fermé l'ordinateur, je suis allé me coucher et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. La première semaine a été calme de leur côté. Pas d'appel, pas de SMS, rien. J'ai supposé que Céline était trop fière pour faire le premier pas et trop en colère pour réfléchir posément. Renaud devait sûrement lui dire que tout allait se tasser, que Laurent allait se calmer, qu'Amélie arrangerait les choses comme elle le faisait toujours. Ils se sont probablement servi un verre en décidant d'attendre. Je suis allé travailler. J'ai entraîné l'équipe de foot de Léa le samedi au stade municipal de Chatou. J'ai emmené Chloé chez Gilbert Joseph dans le quartier latin parce qu'elle voulait un roman précis qu'elle cherchait depuis 3 semaines. Le dimanche, j'ai fait rôtir un magnifique gigot d'agneau dans le jardin pendant des heures et je n'ai pas pensé à Céline Rousseau une seule fois. Pas une seule fois. C'est la 2e semaine que les dominos ont commencé à tomber. Je le sais parce qu'Amélie a commencé à recevoir des SMS, puis des appels. Puis les appels sont devenus plus longs, et je pouvais voir à la façon dont la mâchoire d'Amélie se contractait pendant ces appels que le ton de Céline passait de la froideur à quelque chose de plus frénétique. Je n'ai pas demandé de détails. Amélie me les donnerait quand elle serait prête. Un mardi, environ 2 semaines après le barbecue, Amélie est rentrée après avoir déjeuné avec une amie dans un café du Marais, et elle arborait une expression que je n'avais pas vue sur son visage depuis très longtemps. Pas de la tristesse, ni de la colère. C'était le visage de quelqu'un qui en a fini. Céline y était, m'a-t-elle dit en posant ses clés sur le comptoir. J'ai levé les yeux de mon écran. Au restaurant. Elle a débarqué. Elle n'a pas appelé avant, elle est juste apparue et s'est assise en face de moi. J'ai attendu. Elle m'a coincé, Laurent. Amélie a tiré un tabouret de bar et s'est assise lentement, comme si elle posait quelque chose de lourd sur le sol. Elle a parlé de toi pendant 10 minutes. De la façon dont tu te comportes comme un enfant, de la façon dont tu punis toute sa famille parce que ta fierté a été blessée lors d'un. Elle a appelé ça un petit drame familial. Un petit drame familial. Cette femme m'a agressé devant 30 personnes et une demi-douzaine d'enfants. Et c'était un petit drame familial. Elle a dit que la traite de son prêt était en retard, a poursuivi Amélie. L'école a envoyé un dernier avis avant exclusion pour Thomas, et apparemment Renaud lui a dit que c'était de ta faute, que tu les avais piégés pour les faire couler. Je n'ai rien dit. Amélie m'a regardé. Elle m'a demandé pourquoi je laissais mon minable de mari ruiner leur vie. La cuisine était très silencieuse. Et qu'est-ce que tu as répondu, ai-je demandé. Amélie est restée immobile un instant, et j'ai vu quelque chose traverser le visage de ma femme. Quelque chose que je ne peux décrire que comme 17 années de patience atteignant leur limite absolue, comme un barrage qui avait retenu tout ce pourquoi il avait été conçu, et même plus, et qui finalement, tranquillement, cédait. Je lui ai dit la vérité, a répondu Amélie. Je me suis redressé légèrement. Amélie. Tout, Laurent. Ses yeux étaient fermes. Pas de larmes, juste de la clarté. Elle avait besoin de l'entendre. J'ai fini de la protéger de la réalité. Nous sommes sortis sur la terrasse arrière plus tard dans la soirée. 2 verres de thé glacé intacts entre nous. Je n'étais pas dans ce café du Marais. Mais alors que les grillons commençaient à chanter, Amélie m'a relaté chaque mot qu'elle avait servi à sa sœur. Quand Céline a terminé sa performance théâtrale à la table du café, les soupirs, les tentatives de culpabilisation, les pauses dramatiques, le fameux « tu ne te soucies donc pas de ta propre famille », Amélie l'a regardé dans les yeux et lui a dit « ça n'a jamais été mon argent, Céline ». Céline a cligné des yeux. Quoi? Chaque euro. Chaque centime qui a gardé la lumière allumée chez vous, payé l'école de Thomas et couvert votre prêt immobilier. C'était l'argent de Laurent. Pas le mien. Le sien.
Il m'a dit de te laisser croire que c'était moi. Il ne voulait pas de drame. Il me protégeait pour que je n'aie pas à gérer ta réaction si tu savais la vérité. Silence. Le mari que tu as traité de minable lors d'un barbecue devant ses enfants finance discrètement votre vie depuis des années. Pendant que tu le regardais de haut, pendant que tu laissais ton fils répéter au visage de nos filles les horreurs que tu dis sur lui à la maison. C'était lui qui payait pour tout. Céline a apparemment ouvert la bouche. Amélie ne lui a pas laissé le temps de parler. Et puisqu'on parle de vrai père, tu veux vraiment aller sur ce terrain? Vraiment? Amélie s'est penchée en avant. Nous avons adopté parce que je suis celle qui ne peut pas avoir d'enfant. Mon corps, ma pathologie, ma limite. Laurent a passé 10 ans à laisser toute cette famille supposer discrètement que c'était son problème à lui, parce qu'il savait comment tu me traiterais si tu connaissais la vérité. Il a protégé ma dignité contre des gens exactement comme toi, Céline. Il n'a jamais dit un mot. Pas une seule fois. Ni à toi, ni à personne. Il est 2 fois plus un homme que ton mari ne le sera jamais. Quand Amélie est arrivée à cette partie de l'histoire, assise sur notre terrasse, elle a cessé de parler une seconde. Je n'ai rien dit non plus. J'ai regardé le jardin où mes filles couraient encore il y a 1 heure, et j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais sincèrement pas. Pas de la satisfaction, pas le sentiment d'être vengé. Juste le poids très particulier d'être véritablement compris par quelqu'un, de voir votre femme regarder les gens qui vous ont rabaissé et leur dire « Vous ne l'avez jamais vu tel qu'il est ». Elle pleurait, et je finis par demander. À la fin, Amélie a pris une gorgée de son thé. Je ne suis pas resté pour regarder. J'ai hoché la tête. Nous sommes restés assis là un peu plus longtemps. Le chien du voisin a aboyé contre quelque chose dans la rue. Léa avait encore laissé son ballon de foot au milieu de la pelouse. La vie normale. Qui continuait. Mais voici ce que je savais, et qu'Amélie n'avait pas mentionné à la table de ce café, car elle ne le savait pas encore. Le jour même où elle a eu cette conversation avec Céline, j'avais passé 2 coups de fil. Le premier à mon avocate, une femme redoutable prénommée Valérie, qui gère mes contrats commerciaux depuis 8 ans et qui a une voix à rendre nerveux n'importe quel expert en assurance. Je lui ai raconté ce qui s'était passé au barbecue. Je lui ai dit que j'avais 3 amis proches de la famille qui se tenaient juste là, complètement sobres, et qui avaient déjà accepté de fournir des témoignages écrits. Je lui ai demandé de lancer la procédure. Elle n'a pas hésité. Je contacte le bureau du procureur de la République aujourd'hui. Le deuxième appel était pour la banque. Lorsque Céline et Renaud avaient négocié un accord de restructuration de leur prêt immobilier il y a 2 ans, la banque avait exigé un co-emprunteur pour valider les nouvelles conditions. Renaud était venu voir Amélie. Amélie était venue me voir. J'avais signé parce que, répétez avec moi, j'aimais ma femme et je voulais maintenir la paix. Eh bien, la paix était officiellement annulée. J'ai appelé la banque qui gérait la restructuration de leur prêt. Comme Renaud avait perdu son emploi il y a 3 ans à cause de son problème de conformité, il avait caché sa véritable situation financière à la banque lors de la restructuration. Utilisant mon excellente cote de crédit comme bouclier. J'ai informé le service des risques et des fraudes de la banque qu'en tant que co-emprunteur, je signalais formellement un changement majeur dans la situation professionnelle de l'emprunteur principal, un fait qui leur avait été dissimulé. J'ai déposé une montagne de preuves sur leur bureau. Le représentant de la banque au téléphone était d'un silence terrifiant. Juste des faits, une procédure et un calendrier. Ils allaient annuler la restructuration dès le lundi. C'était tout ce qu'il y avait de mon côté aussi. Juste des faits, une procédure et un calendrier. J'ai raccroché, je suis retourné à mon bureau et j'ai terminé le rapport de conformité sur lequel je travaillais avant l'appel. Nous avions une présentation client jeudi matin, et je ne laisse pas les situations personnelles empiéter sur ma vie professionnelle. C'est une discipline que j'ai développée il y a bien longtemps, à l'époque où j'avais 32 ans, que j'étais fauché, et que tout le monde attendait de voir si j'allais échouer. Je n'ai pas échoué à l'époque, et je n'avais pas l'intention de commencer maintenant. Si vous m'écoutez depuis un moment, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime pendant que vous y êtes, et assurez-vous d'être abonné. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos des 2 semaines qui ont suivi ce barbecue à Rambouillet. Rien de ce que j'ai fait n'était dramatique. Rien n'était bruyant. Pas de scène, pas de confrontation, pas de SMS de colère à minuit, je ne suis apparu nulle part où je n'étais pas censé être.
Je suis allé travailler. Je suis rentré. J'ai aidé Chloé à faire ses devoirs. J'ai regardé le match de foot de Léa et crié des encouragements depuis la touche comme je le fais toujours. J'ai préparé le dîner 3 soirs sur 7 parce que j'aime sincèrement cuisiner et qu'Amélie travaille dur. Je vivais simplement ma vie, mais sous la surface normale des choses, chaque décision que j'avais prise avançait comme l'eau avance, calmement, régulièrement, et avec une certitude absolue quant à sa destination. Céline et Renaud ne le savaient juste pas encore. Cela a changé quand Renaud a appelé. C'était un jeudi soir. J'étais dans l'allée du garage en train de nettoyer ma voiture quand mon téléphone a vibré. Un numéro que j'ai reconnu. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai décidé que pourquoi pas. Renaud. Laurent. Un silence. Le silence spécifique d'un homme qui a répété son appel et qui a déjà oublié son texte. Écoute. Céline et moi, on s'est dit qu'on devrait peut-être s'asseoir tous ensemble, discuter, dissiper les malentendus, tu vois? En terrain neutre. Dans un bon resto. C'est nous qui invitons. C'est pour nous. J'ai failli rire. J'ai littéralement failli éclater de rire, debout dans mon allée de garage par un jeudi soir en région parisienne. Bien sûr, Renaud, ai-je dit. Asseyons-nous. Une autre pause. Il avait l'air soulagé, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qu'il croyait que cette réunion allait être. Super. Génial, mec. Samedi, ça t'irait? Il y a un endroit chic à Saint-Cloud. Samedi, c'est très bien. Parfait. On va réserver. Et Laurent. Écoute. On a vraiment hâte d'arranger tout ça, ok? On est une famille. La famille. J'ai passé mon chiffon sur le capot de la voiture. À samedi, Renaud, ai-je dit avant de raccrocher. Je suis resté là, dans l'allée, pendant un moment. La soirée de juin était douce et le quartier suivait son cours tranquille. Des arroseurs automatiques quelque part. Une voiture qui passe, le carillon de quelqu'un qui teinte au vent. Ils pensaient qu'ils venaient pour négocier. Ils n'avaient aucune idée qu'ils entraient dans la salle du jugement dernier. Il y a un type de calme spécifique qui s'installe chez un homme qui a déjà pris toutes les décisions qui comptent et qui attend simplement que les autres personnes dans la pièce rattrapent leur retard. C'est exactement dans cet état d'esprit que je me trouvais le samedi soir. Le restaurant que Renaud avait choisi s'appelait le Belvédère de Meudon, sur les hauteurs, avec une terrasse extérieure. Le genre d'endroit avec une vue si magnifique sur Paris et la Seine qu'elle rendrait presque une mauvaise compagnie tolérable. Presque. C'est le genre d'endroit que les gens choisissent quand ils veulent que le décor fasse le travail émotionnel à leur place. Un terrain neutre avec une belle toile de fond. Un choix intelligent selon les standards de Renaud, ce qui me laissait penser que c'était Céline qui l'avait choisi. Amélie et moi sommes arrivés les premiers. Comme toujours. Je n'aime pas entrer dans une pièce où les autres sont déjà installés et à l'aise. Nous avons pris une table sur la deuxième terrasse, commandé de l'eau, et regardé le soleil commencer sa lente descente sur Paris, transformant la ville en cuivre et en or. Amélie avait été silencieuse pendant le trajet. Pas le silence de quelqu'un de brisé, mais le silence de la résolution. Elle avait passé 2 semaines à tout digérer, le barbecue, le café, les 17 années qui avaient précédé les 2 événements. Elle en était ressortie avec la mâchoire crispée d'une manière que je reconnaissais. C'était la mâchoire d'une femme qui avait pris ses propres décisions. J'ai tendu le bras au-dessus de la table et j'ai pris sa main. Elle m'a serré la main en retour sans quitter le menu des yeux. Cela me suffisait. Céline et Renaud sont arrivés avec 11 minutes de retard. Renaud portait une chemise boutonnée qu'il avait clairement repassée spécialement pour ce soir, ce qui pour lui équivaut à se pointer en smoking. Céline était passée chez le coiffeur. Elle tenait son sac à main à 2 mains devant elle comme un bouclier. Ils avaient répété. Je l'ai vu tout de suite. Ils avaient l'énergie prudente, un peu trop composée, de gens qui avaient pratiqué leur réplique dans la voiture en venant. Renaud a opté pour la poignée de main en premier. Ferme. 2 secousses, contact visuel, la mise en scène complète. Laurent, ravi de te voir, mec. Vraiment. Il s'est tourné vers Amélie. Amélie. Amélie a hoché la tête une fois. La température à la table a chuté d'environ 4 degrés.
Céline s'est glissée sur la chaise en face de moi et m'a adressé ce sourire spécifique de quelqu'un qui a besoin de quelque chose de votre part et qui déteste ça de toutes les cellules de son corps. Laurent, a-t-elle dit. Céline. Nous avons commandé. Le serveur était jovial et ignorait totalement qu'il servait ce qui s'apparentait à une audience de condamnation avec vue sur la capitale. Renaud a pris une bière. Évidemment. Céline a commandé du vin blanc. Amélie a pris le saumon. J'ai commandé le filet de bœuf parce que j'avais sincèrement faim et que je ne voyais aucune raison de laisser l'occasion me gâcher l'appétit. Nous avons échangé des banalités pendant environ 4 minutes sur la météo et les embouteillages du périphérique avant que Renaud ne se racle la gorge et ne décide qu'il était temps. Il a redressé les épaules. Il s'est légèrement penché en avant, les mains jointes sur la table. L'image même de la sincérité raisonnable. Écoute, mec, on sait que les choses se sont envenimées ce dimanche. Céline n'aurait pas dû. Ce qui s'est passé n'aurait pas dû se passer. Ok ? On s'excuse pour ça. Il a jeté un coup d'œil à Céline, qui a hoché la tête sur commande comme s'il l'avait chorégraphiée. Mais tu dois comprendre, elle était juste stressée. Elle t'a vu attraper Thomas par les bras et elle a réagi. C'est une mère, tu sais. Et honnêtement. Il a fait une pause pour l'effet dramatique. Couper l'argent pour l'école du gamin à cause d'une dispute de famille. C'est un peu extrême, tu ne trouves pas ? Tu punis en quelque sorte toute la famille parce que ta fierté a été blessée. Une autre pause. Puis la vraie réplique, celle qu'il gardait en réserve. On a presque l'impression que tu nous as piégés pour nous donner le mauvais rôle. Il s'est adossé à sa chaise. Céline hochait lentement la tête, faisant tourner le pied de son verre de vin entre ses doigts. Et voilà, la performance complète. Commencer par une demi-excuse, pivoter vers la justification, puis atterrir sur l'implication que c'était moi, en fait, le problème. Un classique. J'ai laissé le silence s'installer un instant. J'ai pris mon verre d'eau, j'ai bu une gorgée lente, et je l'ai reposé exactement là où il était. Puis j'ai souri, le même sourire que dans le jardin à Rambouillet. Renaud, ma voix était parfaitement posée. Tu ne m'as pas invité ici pour t'excuser. Il a cligné des yeux. Quoi ? Non, mec, sincèrement, on. Tu m'as invité ici parce que la traite de ton prêt immobilier est due. J'ai gardé les yeux fixés sur lui, aussi calme que lors d'un conseil d'administration. Tu n'es pas désolé que Céline m'ait agressé. Tu es désolé que je sois celui qui détient le chéquier. Silence de mort. La table d'à côté a éclaté de rire à propos de quelque chose. Un anniversaire de quelqu'un. Des ballons. Un univers complètement différent. Le verre de vin de Céline a cessé de tourner. Maintenant, attends une seconde, a commencé Renaud. Je n'ai pas terminé. Je l'ai dit doucement. Sans agressivité, sans colère, juste une déclaration factuelle. Et Renaud, à son crédit, ou peut-être juste par instinct de conservation, s'est tu. J'ai regardé Céline directement. Pour la première fois en 17 ans, je ne me mettais pas en retrait. Je ne gérais pas la température. Je ne protégeais pas les sentiments des autres au détriment des miens. Tu t'es tenu devant 30 personnes, y compris mes filles, et tu m'as dit que je n'étais pas un vrai père. Tu as dit que j'avais donné à ces filles un foyer par charité parce que je ne pouvais pas donner une vraie famille à ta sœur. J'ai fait une pause. Je veux m'assurer que nous nous souvenons tous les deux du même moment avant de continuer. Céline a ouvert la bouche. Ne dis rien, a dit Amélie. C'était quelques mots, silencieux comme une porte qui se ferme. Céline a refermé la bouche. J'ai continué. Tu as cru pendant 17 ans que je n'étais personne. Que Amélie portait cette famille, que j'étais un meuble fourni avec ta sœur quand elle passait la porte. J'ai légèrement penché la tête. Je t'ai laissé croire ça. C'est de ma faute. Je pensais préserver la paix. Ce que je faisais en réalité, c'était financer une version de la réalité qui t'était confortable et m'était invisible. Ça se termine ce soir. Renaud a bougé sur sa chaise. La contenance répétée commençait à se fissurer sur les bords. La plainte à la police a été déposée, ai-je dit. Le verre de bière de Renaud s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Le bureau du procureur examine le dossier. Des poursuites pénales, Renaud. Pas une dispute familiale, pas un moment de tension.
Des accusations criminelles parce que ce que Céline a fait à ce barbecue est un délit. Peu importe ce qu'elle s'est dit pour justifier son acte. J'ai croisé les mains sur la table. J'ai 3 amis de longue date de la famille qui se tenaient juste là et qui ont déjà fourni des témoignages écrits. J'ai aussi 2 autres membres de la famille qui ont accepté de confirmer le déroulement des événements. Ce que je n'ai pas, c'est la moindre envie de faire semblant que c'était un malentendu. Le visage de Céline avait pris la couleur de la nappe. Laurent, a-t-elle commencé, et sa voix avait complètement perdu le ton assuré d'il y a 10 minutes. C'était sa vraie voix. Plus petite, plus tendue. Laurent, écoute, je sais que je suis allé trop loin. Je le sais. Mais des poursuites pénales. On est de la même famille. Tu as dit à ma fille de 9 ans que ses vrais parents ne voulaient pas d'elle. Je l'ai dit sans élever la voix. Sans scier. Tu as dit ça à une enfant, par l'intermédiaire de ton fils. Puis tu as traversé un jardin et tu m'as frappé devant elle. J'ai laissé l'information faire son effet. Donc, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, Céline. Il ne s'agit plus de politique familiale. La lumière cuivrée du soir faisait des merveilles sur la Seine en contrebas. Un bateau-mouche avançait lentement sur l'eau, loin en dessous de nous. Renaud a posé sa bière. Ok. Ok, Laurent, je t'entends. Les accusations. D'accord, c'est sérieux. On comprend. Mais parlons de l'aspect financier. Le prêt, l'école de Thomas. Ce sont de vraies conséquences pour notre fils. Il n'a rien fait. Thomas a répété ce qu'il a entendu à la maison, ai-je dit. Ce sont ses conséquences, et les vôtres. Mais ma caution est annulée. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste et j'ai posé un seul document plié sur la table. Je l'ai fait glisser vers Renaud. C'est la notification officielle de mon avocate. Quand tu as caché la perte de ton emploi à la banque pendant la restructuration du prêt, Renaud, tu as commis une fraude bancaire. Je l'ai révélé à leur service des risques mardi dernier. Mon nom est officiellement dégagé de toute responsabilité et la banque a révoqué les conditions modifiées avec effet immédiat. Leur avis d'exigibilité anticipée suivra séparément. Tu l'as peut-être déjà reçu. Sinon, il arrivera lundi. Renaud l'a déplié avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. Il l'a fixé du regard. J'ai vu la couleur quitter son visage en temps réel, comme si quelqu'un avait débranché une prise quelque part. La procédure de saisie immobilière commence quand la banque l'initie, ai-je ajouté. Ce délai ne concerne plus que toi et ton prêteur. Je ne fais plus partie de cette conversation. Tu ne peux pas, a lâché Renaud en levant les yeux. Tu ne peux pas juste. On a un enfant dans cette maison. Tu as un enfant dans cette maison, ai-je corrigé. Ce qui est exactement le genre de chose à laquelle un vrai père pense avant que les dégâts ne soient faits, pas après. Celle-là a atterri exactement là où il fallait. Céline a émis un son qui n'était pas tout à fait un mot. Ses yeux étaient vitreux maintenant. Le verre de vin avait été posé et elle n'y touchait plus. Les virements mensuels sont annulés. L'aide pour l'école est annulée. Chaque arrangement financier qui existait entre nos 2 foyers existait parce que j'aimais ma femme au point de préserver la paix à mes propres dépens. Cet arrangement exigeait un niveau basique de respect comme fondation. Je l'ai regardé fixement. Tu as démoli cette fondation en environ 45 secondes lors d'un barbecue dominical. Laurent, s'il te plaît. La voix de Céline s'est brisée. Réellement brisée. L'attitude calculée, la performance théâtrale, le sentiment d'avoir tous les droits, tout avait disparu. Ce qui restait en dessous, ce n'était qu'une femme regardant en face des conséquences qu'elle n'avait jamais sincèrement cru voir arriver un jour. S'il te plaît, je te le demande. Je ferai des excuses officielles, publiques, comme tu voudras. J'appellerai le procureur moi-même. Laurent, notre maison. Et c'est à cette partie que je veux que vous prêtiez attention, car j'ai ressenti quelque chose à ce moment-là qui m'a surpris. Pas de la satisfaction, exactement. Pas le sentiment brûlant et tranchant de la victoire. Quelque chose de plus calme. Le sentiment d'une porte qui se ferme sur une pièce dans laquelle vous êtes resté coincé pendant très longtemps, et où vous n'êtes finalement plus obligé de retourner. J'ai regardé ma belle-sœur, je l'ai vraiment regardée, et je n'ai ressenti aucun besoin d'être cruel. J'avais dit tout ce qui devait être dit, clairement, calmement, avec des preuves à l'appui.
Je me suis levé. J'ai boutonné ma veste. J'ai passé 17 ans à protéger tes sentiments, ai-je dit. C'est fini maintenant. À partir d'aujourd'hui, je ne protège plus que ma propre famille. C'est-à-dire ma femme et mes filles, qui ont leur place dans chaque pièce où elles entrent. J'ai ramassé mon téléphone sur la table. Bonne chance avec la banque, et bonne chance pour payer l'addition. J'ai tendu la main à Amélie. Elle l'a prise sans une seule seconde d'hésitation. Elle a pris son sac à main, s'est levée et s'est dressée de toute sa hauteur. De cette façon qu'elle a quand elle est absolument certaine de quelque chose. Céline a tendu le bras et lui a touché le bras. Amélie. Amélie, s'il te plaît, juste. Amélie a regardé la main de sa sœur sur son bras. Puis elle a regardé Céline. Je t'aime, a dit Amélie simplement. Mais j'en ai fini de gérer ce dont tu as refusé de prendre la responsabilité. Elle s'est éloignée de la table. Nous avons traversé le restaurant ensemble, passé les ballons d'anniversaire, passé le serveur enjoué qui nous a lancés, passé une excellente soirée. Et nous sommes sortis dans la douce nuit parisienne. Le voiturier a amené la voiture. Je lui ai laissé un pourboire. Nous sommes montés. J'ai quitté le parking du Belvédère et j'ai redescendu la colline. Amélie est restée silencieuse pendant environ 2 minutes. Puis elle a dit « Bonne chance pour payer l'addition ». Et puis elle a commencé à rire. Pas le rire poli, le vrai rire, celui qui secoue tout le corps et dont je suis tombé amoureux il y a 20 ans dans un café du quartier de la Bastille, quand elle avait 23 ans et que j'étais le gars fauché de la table d'à côté qui lui a demandé s'il pouvait lui emprunter son chargeur de téléphone. Je me suis mis à rire aussi. Nous avons ri pendant près de 2 kilomètres avant que l'un de nous ne prononce un autre mot. Voici ce qui s'est passé après que le bureau du procureur a lancé la procédure. Céline a accepté une composition pénale, un plaidé coupable, impliquant une condamnation pour violence volontaire, des travaux d'intérêt général et une ordonnance de protection qui l'oblige à rester à une distance spécifique de moi et de mes filles pendant 14 mois. Elle a signé. Pas de procès, pas de drame public, juste de la paperasse et des conséquences. Le prêt immobilier. La banque a entamé la procédure de saisie immobilière 6 semaines après ce dîner du samedi soir. Renaud a trouvé une location plus petite à Cergy, à environ 30 minutes de l'endroit où il vivait. Thomas est passé de son école privée au collège public local de son nouveau secteur. D'après ce qu'Amélie a entendu dire par le reste de la famille, il s'en sort bien. En fait, environ 3 mois après ce barbecue, Thomas a envoyé une lettre manuscrite à Chloé et Léa. Amélie me l'a montré. Il s'excusait. Pas de la manière dont son père s'était excusé au restaurant, de façon théâtrale, calculée, en espérant un retour sur l'investissement de ses mots. Il s'est excusé de la manière dont s'excusent les gamins de 13 ans quand quelqu'un a enfin réussi à leur faire comprendre quelque chose. De manière maladroite, sincère, vraie. J'ai gardé ce mot. Il me rappelle que le garçon n'était pas le méchant. Il était juste un gamin à qui les adultes de sa vie avaient donné le mauvais texte à réciter. Et peut-être que quelqu'un lui en avait enfin donné un meilleur. Je ne m'en suis pas réjoui. Pas une seule fois. Ni auprès des autres membres de la famille, ni au téléphone, ni dans un seul SMS. Ce n'était pas le but. Il ne s'agissait pas de détruire Céline. Il s'agissait de l'arrêter. Léa m'a posé une question un soir, environ un mois plus tard, alors que je l'aidais à faire un exposé pour l'école à la table de la cuisine. Elle a levé les yeux de son panneau d'affichage et a dit, sorti de nulle part, « Papa, est-ce qu'on est une vraie famille ?» J'ai posé le tube de colle. « Viens là, ai-je dit. » Elle a grimpé sur mes genoux. 9 ans, encore assez petite pour faire ça. Et je l'ai tenue comme je la tiens depuis le jour où nous l'avons ramenée à la maison. Nous sommes la famille la plus vraie que je connaisse, lui ai-je dit. Tu me comprends? Elle y a réfléchi une seconde avec ce petit visage sérieux qu'elle fait parfois. Ouais, a-t-elle dit. Ok. Puis elle est redescendue et est retournée directement à son panneau d'affichage. Ouais. Ok. 17 ans de silence. 17 ans à s'effacer. 17 ans à faire des chèques, à préserver la paix et à rester dans l'ombre d'une famille qui n'a jamais pris la peine de regarder d'assez près pour voir qui tenait réellement la baraque. Et à la fin, tout ce qu'il aura fallu, c'est une gifle, un sourire, et la décision tranquille et sans précipitation d'un homme qui a enfin cessé de protéger les mauvaises personnes. Je m'appelle Laurent Dubois.
J'ai 49 ans. J'habite au Vésinet, en région parisienne. Et chaque personne dans ma maison porte mon nom délibérément. C'est ce que fait un vrai père. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo. On se retrouve pour la prochaine.